Donc j'ai le plaisir de vous présenter, mais vous le connaissez, j'en suis certaine, Giuseppe Santoliquido, et l'AEB est particulièrement heureuse de vous accueillir, puisque déjà en 2012, vous avez reçu ici le prix Emma Martin pour votre premier roman, L'audition du docteur Fernando Gaspari. Vous êtes donc en quelque sorte un enfant de l'AEB. Nous vous avons regardé grandir à travers votre carrière littéraire et publié tout récemment chez Gallimard, L'été sans retour, en fait. Alors c'est un roman qui a été, comme l'a dit notre président, c'est un roman qui a été encensé par la critique tant en France qu'en Belgique. Le Monde et Libération ne tarissaient pas d'éloges sur votre roman, et chez nous, pour ne citer que, bien sûr, Le Soir et la Libre Belgique également faisaient vos louanges, en fait. Alors vous êtes politologue de formation. Votre spécialité, c'était jusqu'en 2012, c'était la politique italienne et la culture italienne. Vous avez d'ailleurs publié de nombreux essais à ce propos. Vous avez parlé de la période Berlusconi et vous étiez très connu pour en cette qualité. Alors brusquement, en 2012, vous allez prendre un grand tournant dans votre carrière, puisque vous allez vous lancer dans le roman. Alors c'est un roman qui est un peu politique quand même, mais pourquoi est-ce que brusquement, en 2012, vous avez pris ce tournant et pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers l'écriture romanesque et comment est-ce arrivé aussi? Bonsoir à tous d'abord, et merci pour l'invitation. C'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire qu'effectivement à l'époque je publiais des textes, des analyses ou des chroniques pour essentiellement la Libre Belgique et Le Soir et quelques journaux à l'étranger. Et puis j'ai voulu traiter une thématique qui était celle de l'engagement politique dans la période fasciste, dans les années 30. Et je voulais faire un essai au départ, un texte d'analyse politique. Et comme on flirtait avec la morale, j'ai commencé à hésiter. Je me suis dit, ça risque d'être un peu moralisateur, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc je me suis dit, je vais essayer, je ne l'avais jamais fait, donc, je vais essayer d'écrire un texte de fiction. Et donc là, je me suis lancé dans l'écriture, on va dire, de l'audition du docteur Gaspari. Et voulez-que je vous raconte comment est arrivée la publication? Tout à fait, ça nous intéresse toujours, évidemment. Par l'entremise d'un ami de monsieur, de Vincent Engel, puisque à l'époque, donc, comme je viens de le dire, je publiais des textes politiques. C'était la période berlusconienne, donc c'était un fonds de commerce intarissable. Vous pouvez publier pratiquement tous les jours deux ou trois articles. Et alors Vincent Engel m'a contacté en me demandant si je voulais collaborer à son blog. Il avait un blog qui s'appelait Blog à part à l'époque. Et il y avait Claude Javot, Alain Birenbaum, Hugues Lepage, et chacun avait sa spécialité. Hugues Lepage faisait la France, et ainsi de suite, par exemple. Et il m'a demandé si je voulais lui fournir des textes d'analyse politique, des chroniques sur l'Italie. Et donc je lui fournissais des textes tous les mercredis qu'il publiait sur son blog. Et un beau jour, j'ai toujours un autre ami qui s'appelle Vincent, et j'avais écrit une trentaine de pages de ce roman, et je les ai envoyés par erreur à Vincent Engel, puisque on s'écrivait quand même plusieurs fois par semaine, et je vois, peut-être 2 heures après, 3 heures après, il me contacte en me demandant qu'est-ce que c'est. Je lui dis, écoute, c'est un début de roman, mais bon, qui est au stade de l'ébauche et ainsi de suite. Donc il me demande de lui faire un petit synopsis que je fais, et il me dit, écoute, si le reste est de la même qualité, je ne le publie pas ailleurs, donne-le-moi parce que je viens de reprendre la collection Le Grand Miroir, où il venait d'être créé, pas fondée parce qu'elle avait existé avant, bref, il la reprenait à la renaissance du livre, et il avait besoin d'auteurs belges pour publier des textes. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à ne pas devoir me poser la question, ce qui était énorme, de savoir où je pouvais, si je devais le publier, où, avec qui, ainsi de suite.
Et donc il a été publié en 2012, effectivement, avec, dans cette collection, il y avait Franck Andria, Yves Wellens et moi qui inaugurions le Grand Miroir sous la direction de Vincent Engel. Donc c'est un peu par hasard que vous avez été publié, en fait. Ben, par hasard, si le texte avait été bon, j'aurais sans doute entrepris des démarches, mais disons que je n'ai pas eu à me soucier de ça. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de démarrer grâce à Vincent Engel qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est bien. Merci. Alors, j'ai lu dans Le Soir, Pierre Maury dit de vous que vous êtes un écrivain rare et précieux. Alors, il note, ces romans se font attendre de plus en plus longtemps. 2 ans seulement entre l'audition du docteur Fernando Gaspari et Voyage corsaire, puis 3 ans avant L'inconnu du Parvis, et presque 5 ans avant L'été sans retour. Alors pourquoi êtes-vous rare et précieux? Est-ce que c'est une tactique? Est-ce que c'est... Non, pas du tout. Précieux, je ne sais pas. Rare, je peux répondre. Précieux, je ne sais pas. Mais rare parce que, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je pense tout d'abord parce qu'il faut avoir quelque chose à dire. Donc, écrire pour écrire, ce n'est pas ma démarche. Et je n'ai pas l'écriture facile. C'est une écriture plutôt laborieuse, au sens où je dois vraiment m'y reprendre à de très nombreuses reprises pour avoir un résultat qui avoisine plus ou moins, approche plus ou moins mes intentions de départ. Bon, je n'ai pas l'écriture comme d'autres, je pense. On citait Franck Andria, par exemple, tout à l'heure, qui est un ami, il raconte très souvent qu'il écrit en sifflotant, et au bout de 3 mois, il a son manuscrit. Vincent Engel, qui part en Toscane 2 mois, il ressort avec un manuscrit. J'aimerais pouvoir le faire, mais je ne sais pas faire ça. Donc, l'accouchement est lent. Ça, c'est une première chose. Et l'autre explication, c'est les vicissitudes éditoriales, si vous voulez. Parce que le texte ici, en tout cas celui-ci, si effectivement il a fallu 4 ans entre l'avant-dernier et L'été sans retour, c'est aussi parce que la publication était plus lente. Donc il y a eu un temps d'attente relativement long. D'abord, il y a eu l'écriture qui ne s'est pas faite en quelques mois. Puis, il y a eu la recherche d'une maison d'édition. Une fois que la maison d'édition a été trouvée, quand on débarque chez Gallimard avec une notoriété telle que la mienne, c'est-à-dire pratiquement nulle, vous êtes plein d'une priorité. Donc si on vous demande quelque chose, vous répondez le soir même, mais avant d'avoir le retour, il faut 3 mois. Donc tout ça prend du temps, et il y a eu alors, dernière explication, un effet d'entonnoir avec le Covid, puisqu'il devait sortir plus tôt, mais beaucoup de textes avaient été gelés, et donc ça a été retardé. Donc je veux dire qu'il aurait pu sortir 3 ans après le précédent. Il était prêt 3 ans après. Oui, pratiquement. D'accord. Alors j'ai appris avec grand plaisir qu'en fait, L'été sans retour, que nous avons sans doute tous dévoré cet été, est en fait le premier tome d'une trilogie. Le point de départ de L'été sans retour, c'est un fait divers. Et donc effectivement, il y a une série de 3 faits divers que je souhaitais traiter au départ, dont celui-là. Et là, je travaille au suivant. Et ce sont des faits divers qui se passent tous les 3 en Italie. C'est le premier roman que je situe en Italie. Les autres étaient tous en Belgique, se déroulaient tous en Belgique. Mais là, j'avais l'impression qu'il y avait 3 faits divers qui avaient une portée. Bon, le fait divers ici, évidemment, il est tragique. C'est une enfant qui disparaît, qui meurt, dont on retrouve le cadavre enfoui dans un puits. Donc, évidemment, c'est abominable. Non, mais il n'a rien d'exceptionnel. Malheureusement, il n'a rien d'exceptionnel. Par contre, la dynamique autour du fait divers me semblait avoir une portée presque anthropologique, si vous voulez. Donc, d'un monde comme ça qui basculait. Le point de départ, c'est quand j'assiste, pour ceux qui ont lu le livre, donc là, la petite fille va disparaître, et il va y avoir des soupçons qui vont se porter à un moment donné sur une personne en particulier, et puis quelques rebondissements, et ensuite les parents se trouvent sur un plateau de télévision,
faut comparer ça un peu avec l'affaire du petit Grégory en France. Les médias sont emparés du fait divers, ils ont investi ce petit village perdu dans les couilles, mais il faut y aller. Hein. C'est la Basilicate, il ne se passe absolument rien. Donc, c'est vraiment le village comme le village dont je suis originaire. Il faut soit le connaître, soit se perdre. Sinon, il n'y a absolument aucune raison pour y aller. On dort sa vie plus qu'on ne la vit. Tout est gelé comme ça, il n'y a pas d'entreprise, il ne se passe absolument rien. Il y a l'émigration, non seulement l'immigration, mais l'émigration est terrible. Par exemple, dans mon village, de ma génération, il ne reste absolument plus personne. Ils sont tous partis au Venezuela, en Irlande, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des terres désolées. Et ce fait divers va alors bouleverser complètement le quotidien de ces gens, et surtout, plus encore que le fait divers lui-même, qui, je le répète, est tragique, c'est l'irruption tonitruante alors d'une médiatisation berlusconienne, puisqu'on est en 2005, et qui va venir s'emparer avec tout son folklore et toutes ces strass et ces paillettes de ce village. Et tout ça va remuer un peu comme des fourmis sous une goutte de vinaigre. Ça va partir dans tous les sens. Et il me semblait que ça était intéressant. Pas tant le fait divers, mais les réactions que les faits divers allaient générer, tant d'un point de vue individuel, dans la trajectoire de certains personnages, et aussi, c'était une occasion de décrire un monde qui, selon moi, n'en a plus pour très longtemps, si vous voulez. On sent qu'il y a une mue anthropologique qui se fait, et on la sent déjà dans le roman avec les générations, il y a les jeunes et les moins jeunes, évidemment, et on voit ce qui m'intéressait, c'était de mettre en scène une sorte d'étude de caractère, si vous voulez, avoir des personnages, de camper des personnages, et de voir moi-même ce qui allait se dérouler à la suite de ce fait divers, avec... Oui, pardon, allez-y. Et avant d'en venir plus avant au roman, vous avez continué dans les autres tomes à explorer des drames familiaux, ou est-ce que non, vous allez changer de registre? Non, ce qui m'intéresse, c'est la complexité humaine. Donc, oui. C'est donc prendre l'étude des personnages bien plus que le fait divers en lui-même, qui sont évidemment des faits divers qui ont eu tout de même un retentissement, mais qui, à mes yeux, avaient une signification sociologique. La complexité humaine et l'histoire de l'Italie, en quelque sorte. Oui et non, parce que, ce fait divers, évidemment, il se passe dans... tout s'explique aussi par la géographie, par la culture, par les traditions. Ça, on est bien d'accord. Mais je veux dire, si je l'avais situé en Corse, je ne pense pas que les dynamiques auraient été radicalement différentes. Il y aurait eu évidemment quelques différences, mais ça aurait pu l'être. Mais il me semblait, ce qui m'intéressait, c'était ce village qui vit en autarcie, si vous voulez, et avec cette médiatisation, avec ce fait divers, ça va susciter des réactions, et des réactions qui peuvent être condamnables, mais je voulais montrer que tout s'explique, si vous voulez, par le fait que ces personnages-là sont nés là, ils ont grandi là, avec ces valeurs-là, et que s'il y a des rejets, s'il y a des discriminations, s'il y a des actes évidemment répréhensibles que l'on peut condamner, l'acte, je voulais montrer qu'il y avait une forme de déterminisme, si vous voulez, et que ce qui était important, c'était de comprendre pourquoi ils en arrivent là. Aurait-il pu, pour certains d'entre eux, agir différemment? Je veux dire, né là, à ce moment-là, avec ces traditions-là, avec ce corpus de valeurs-là, si on prend l'homophobie qui est abordée dans le roman, est-ce que c'est vraiment un rejet de l'autre? Ou est-ce que c'est parce que cet autre représente un monde qui n'est pas le leur, qui vit, et donc il y a presque une incompatibilité. Donc en fait, c'est la phrase de Simenon, c'est comprendre sans juger. Cet aspect-là des choses m'intéresse parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai vécu quelques années en Italie, et donc et j'ai encore une grande partie de ma famille là-bas. J'ai vécu ça, par exemple, la première fois que je suis allé en Italie avec une amie de l'époque, on va dire, qui était africaine. Quand je passais dans les rues, je voyais les rideaux qui bougeaient. Ils n'avaient jamais vu un noir. Donc au début, il y avait des formes de rejet comme ça. Mais après,
c'est passé. Donc à partir du moment où ils ont compris que le monde n'était pas, leur monde à eux, leurs valeurs, leurs traditions, n'était pas mis en danger, ça a pu se faire, l'adéquation, le mélange a pu se faire. Donc c'est aussi une réaction par rapport, vous parliez des médias tout à l'heure, donc beaucoup moins maintenant, puisque je refuse pratiquement d'y aller, mais jusqu'il n'y a pas très longtemps, les dernières fois où j'y suis allé, j'ai noté ça, cette impossibilité d'entrer dans la nuance et d'entrer dans la complexité. On est fasciste, on est antifasciste, on aime les étrangers, on ne les aime pas, on est féministe, on est antifasciste. C'est presque des matchs de foot à chaque fois. Vous devez choisir votre camp, et il y a assez peu de place pour entrer dans une explication, dans une vraie explication. Ce qui n'empêche pas qu'on condamne un acte, mais on entre dans l'explication. Et je pense que le roman, et peut-être avec le cinéma, mais en tout cas le roman plus encore, est peut-être le dernier endroit où cette complexité est possible. Alors je voudrais peut-être lire un petit extrait qui montre aussi l'importance de la tradition, parce que nous sommes quand même à la fin, ça se passe dans les années 1990, et vous montrez... En 2005. Le fait divers est en 2005. Le fait divers est en 2005. Et vous montrez une société qui n'est pas du tout adaptée à la vision actuelle. Alors vous écrivez ceci. À l'arrivée des carabiniers, la propriété grouillait de monde. Commerçants, voisins, enseignants, amis du lycée, conseil municipal au grand complet. Personne ne manquait. Cela aussi, c'était Ravinat. Coudes serrés et prières communes. Le plus impressionnant, c'étaient les vieilles. Disposées en arc de cercle autour d'Assunta, la mère de Chiara, leur voix semblait scander les pleurs des terres anciennes. Ça, c'est magnifique. La cadence de leur chant me faisait penser à ces funérailles auxquelles j'assistais enfant, où des femmes au visage parcheminé, entièrement vêtues de noir, chantaient sur une note très haute, longue, déchirante, à vous en arracher l'âme, et en déclamaient des prières incantatoires, puis dansaient durant des heures en remuant les hanches, comme si elles berçaient un enfant imaginaire. C'est extraordinaire, la manière dont la tradition vient se mêler à la vie actuelle, c'est difficile à imaginer que ça se passe encore. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, vous avez dit maintenant je refuse d'y retourner, vous parliez de quoi exactement? Les médias, c'est-à-dire mon collaboration médiatique sur l'Italie, là, comme je ne le ferai presque plus. Oui. C'était pour vous expliquer ce changement que j'ai noté, en tout cas les dernières années, sur la difficulté d'entrer dans la nuance et d'entrer dans la complexité. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore des parties d'Italie qui sont arrosées par des vallées de larmes? Parce que quand on vous lit, on a l'impression d'un malheur qui leur colle à la peau, en quelque sorte. Peut-être à la lumière des terres désolées, peut-être à la lumière de la population qui fuit, qui part vers les villes. Est-ce qu'il y a un malheur qui leur colle à la peau Non, malheur, je ne dirais pas un malheur, mais il y a en tout cas une situation qui est voilà, si on peut sortir du livre, mais c'est une situation économique, politique, mais politique, c'est la conséquence aujourd'hui. Mais en tout cas, une situation économique dans cette partie de l'Italie qui est extrêmement difficile. Quand on travaille quand vous travaillez pour 4 ou 5 euros de l'heure, travailler pour 4 ou 5 euros de l'heure quand vous avez la chance de travailler, qu'il n'y a pas de... Puis, il faut se rendre compte de la chance que l'on a ici. Dans mon village, il faut faire 30 km pour trouver un hôpital. Et encore, je ne sais pas si le terme hôpital est vraiment approprié. Et si vous allez à l'administration pour demander une carte d'identité, vous devez retourner 4 à 5 fois. Parce que c'est ouvert, c'est pas ouvert, les bus passent ou ne passent pas, c'est à titre indicatif, les horaires. Donc, c'est tout de même... les entreprises n'existent pratiquement plus. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Surtout, le pays est coupé en deux. Donc, après Rome, si vous voulez, ça devient effectivement quand vous avez 100 000 personnes qui quittent le pays chaque année, c'est que la situation... On en revient pratiquement à la valise en carton
de l'après-guerre, donc la situation est compliquée. Donc ces personnages-là grandissent là et vivent là. Donc ils ont un imaginaire qui est inévitablement marqué par ça, qui est marqué par le poids de la religion, par certaines valeurs que nous on pourrait considérer comme peut-être archaïques, mais qui sont les leurs. Donc, il y a effectivement cette sorte dans le roman, mais ça c'était un des effets que j'ai recherché, c'est effet d'estompement, c'est-à-dire de temps qui passe et de réalité qui fuit. Si vous voulez. Alors vous écrivez une phrase qui est particulièrement marquante puisqu'il s'agit d'un drame familial en fait. Vous écrivez: la vie se gagne et se regagne sans cesse à condition de se convaincre qu'un salut est toujours possible et de se dire que rien n'advient qui ne prend racine en nous-mêmes. C'est une phrase absolument terrible parce que c'est d'un déterminisme exacerbé. Il n'y a pas d'échappatoire à ce que nous sommes et nous provoquons les événements qui nous arrivent. Ça, c'est une vaste question. Je veux dire, Spinoza disait qu'on pouvait se sentir libre parce qu'on ne connaissait pas les causes qui nous amènent à vouloir ce qu'on veut et à agir comme on agit. Donc, la question de la liberté, en tout cas, c'est quelque chose qui moi, m'a toujours intéressé, m'a toujours marqué. Parce que je viens d'un milieu extrêmement modeste, par exemple, et donc j'ai vu autour de moi des personnes, y compris de ma famille, mon père et d'autres, qui étaient comme marqués au fer rouge par leur origine, mais pas tellement l'origine nationale, ça n'a absolument pas subi le racisme, ou très très peu, et donc au contraire, ils sont redevables à la Belgique, je veux dire, ad vitam aeternam, parce que s'ils sont partis de là où ils sont partis, c'est parce qu'ils, pour être francs, c'est parce qu'ils crevaient la faim. Donc ils sont venus ici, ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé un avenir qui a été possible pour leurs enfants. Ils ont donné, mais ils ont aussi beaucoup reçu. Donc ça, ils n'étaient pas tellement marqués par le fait de venir d'ailleurs. Par contre, ils étaient marqués par un déterminisme social. Moi, je me souviens, mon père qui était mécanicien, par exemple, ma mère s'appelle lire et écrire, lorsque quelqu'un venait de l'administration pour je ne sais pas, faire un plein d'essence, ils avaient l'impression que Dieu descendait sur terre. Donc, ils courbaient pratiquement les chines, donc il y avait une sorte de résignation comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qu'on retrouve notamment dans le personnage de Pasquale Serrai, qui est marqué comme ça, presque par une vocation sacrificielle, si vous voulez. C'est ça, et en fait, cette vocation prend cours le premier jour de sa vie. Il naît dans un milieu qui est tellement défavorisé qu'il est sacrifié au départ et que toute sa vie va être traversée par ce sacrifice. Est-ce que vous pensez que la vie, pratiquement sans échappatoire, sauf peut-être à la fin, mais est-ce que vous pensez tous ne connaissent pas cette trajectoire-là. Tous ne connaissent pas, mais votre personnage principal, il connaît cette trajectoire qui est... Oui, c'est un personnage qui est marqué par plusieurs caractéristiques, notamment le fait d'évoluer dans une société ou dans un monde, en tout cas le sien, et que j'ai aussi connu, extrêmement matriarcal. Donc il est sous la coupe, par exemple, de sa femme et sa fille. Il a ce rapport à la terre qui est un rapport qui est à la fois... La terre est à la fois Dieu et le diable, puisqu'elle lui donne tout ce qu'elle peut lui donner, mais elle l'avale entièrement. Il en est l'esclave. Donc c'est quelqu'un qui subit comme ça, qui est au centre de différentes pressions, qui l'accablent, même physiquement. C'est-à-dire quand je le décris physiquement, c'est un personnage qui ressemble presque aux animaux dont il a la charge, si vous voulez. Tout à fait. Il y a un amalgame. On le qualifie de bête de somme. Tout à fait. C'est l'amalgame total entre l'humain, l'animal, la terre. Tout ça ne fait qu'un dans votre roman. Oui, c'est le côté un peu... Alors, vous venez de le dire d'ailleurs, la mer est toute puissante. Vous en parlez dans votre roman. C'est toujours vrai aujourd'hui. Enfin, la femme reste le centre de la société, en quelque sorte, ce qui est un peu contraire à ce qu'on pourrait penser d'Italie. Oui, et ça, c'était aussi un des aspects que je voulais décrire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas connu cette... Je ne peux pas répondre à la question de manière générale. Je ne peux répondre que pour ce que moi j'ai connu. Donc dans ma région, même y compris dans ma famille, dans mon entourage, les femmes avaient un rôle extrêmement important, déterminant. C'est-à-dire que l'homme avait souvent donné l'impression de décider, mais le travail avait été prémâché auparavant, pendant.
Et donc, il était là pour... il aurait presque pu être ventriloqué, si vous voulez. Comme à l'école des fans, alors on aurait pu voir les lèvres bouger et répéter la même chose. Moi, j'ai connu ça depuis toujours, pour tout ce qui est fondamental. Après, la couleur de la voiture, on l'a laissé choisir à l'homme. Mais les choix fondamentaux, sur la famille, par exemple, moi, je l'ai toujours vu, ça, aux mains des femmes. Et dans la société que vous décrivez, c'est ce qui se passe. Hein. Mais je ne généralise pas, je ne dis pas que toute l'Italie est comme ça, ou que certainement pas, il y a des cas, évidemment, où ça ne l'est pas. Mais je parle de ce que moi j'ai connu, et pour décrire ces personnages, et pour décrire ces paysages, j'ai utilisé ce que je connaissais, c'est-à-dire ce morceau d'Italie que je connaissais. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose. Dans la presse, les toutes bonnes critiques disent que c'est un roman très, très noir, en fait. Eh bien, c'est un point de vue que je ne partage pas tout à fait, parce que il y a quand même à la fin une rédemption. Oui. Et oui. Pourquoi? Parce que ça vous semblait indispensable, finalement, qu'il y ait une rédemption. Vous n'auriez pas pu terminer un roman où le déterminisme soit tel qu'il n'y avait aucune espérance possible? D'abord, il faut se méfier du nihilisme pur, parce que sinon, effectivement, c'est un peu compliqué à assumer, ça c'est une première chose, mais parce que aussi le personnage, à partir du moment où le personnage se détache de sa terre et il fait le pas de l'exil, il renaît vierge, si vous voulez. Donc il y avait, dès le départ, cet espoir-là. Quand j'ai construit le personnage du narrateur, je savais que la fin allait racheter un peu les souffrances et qu'il n'allait... D'ailleurs, on me posait souvent en librairie, on me posait la question sur des rencontres, mais on comprend pas, au départ, on ne comprend pas pourquoi il ne part pas, puisqu'il est accablé, il est mis il subit une sorte de confinement, il est mis en quarantaine. Pourquoi il ne part pas? Il ne part pas parce qu'il est attaché à sa terre. Et surtout, il ne part pas, et ça c'était le propos principal du livre, en tout cas dans les intentions, c'était de montrer que ceux qui le discriminent sont aussi ceux qui lui ont tendu la main. Que le policier qui est capable d'un acte immonde est aussi le policier qui a sauvé le narrateur du feu quand sa voiture a fait un accident, par exemple. Que le narrateur lui-même, qui est un personnage positif, on va dire, qui est le personnage positif, lui aussi se reproche de ne pas avoir fait certaines choses lorsqu'il a croisé l'adolescente qui a disparu. Donc, au fond, tout ça est complexe. Il n'y a pas vraiment... Bien sûr qu'il y a des degrés dans la culpabilité, mais personne n'est tout à fait innocent et personne n'est tout à fait coupable. Il y a des éléments qui expliquent à chaque fois ce que les actes... Tous les actes s'expliquent par le caractère des personnages, qui lui-même est complexe, et donc les actes ne peuvent pas être vus et appréhendés de manière unidimensionnelle. C'est pas possible. Oui, vous écrivez d'ailleurs, mais l'âme humaine, quoi qu'il arrive, reste prisonnière de sa duplicité, au point qu'elle finit presque toujours par se répugner elle-même. C'est une phrase qui est terrifiante, en fait. Oui, puisqu'on a tous, on développe tous des sentiments de culpabilité, alors fondés ou pas, à des degrés divers, mais on a tous ça, oui. Je n'ai encore croisé personne qui ne l'ait pas connu, mais je ne désespère pas. Alors vous dites, aux appels à l'aide, aux élans d'entraide, se mêlèrent ainsi les ragots des petits mesquins, les pires bassesses, les rumeurs. Oui. Dans les villages comme celui-là, vous vivez en autarcie, je suis très bien connu, parce que j'ai passé une partie de mon enfance là-bas. Mais là, vous citez une face de la médaille. Et vous allez trouver dans le livre un peu plus loin l'autre. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui font circuler les ragots et qui sont capables des pires médisances, qui peuvent causer un mal atroce à celui ou à celle qui les subit, ces mêmes personnes sont celles qui vont aider la famille de la disparue, qui vont les déposer de la nourriture, qui vont faire les battues, et ainsi de suite. Donc, les deux sont là. Alors, une dernière chose, le personnage principal, Sérail, tente un moment l'aventure de la Belgique. Il vient en Belgique, il ne s'adapte absolument pas, il retourne dans sa terre italienne. Et vous n'êtes pas venu en Belgique puisque vous êtes né en Belgique, je m'empresse de le dire.
mais vous écrivez tout le temps sur l'Italie, tant comme politologue. Comme politologue et comme romancier, c'est la première fois. C'est la première fois, mais le premier roman était quand même aussi, c'était... Ça se passait ici, rue de la Tulipe. Oui, ça se passait ici, mais il y avait des Italiens. Mais il y avait quand même beaucoup d'Italiens. Vous savez, quand vous êtes amené à Liège et que vous avez vécu à Liège, vous êtes toujours un peu en Italie de toute manière. Donc, vous êtes toujours un peu en Italie. C'est votre façon, en fait, de vivre. Vous vivez en Belgique, mais... Ah oui, non, mais moi je vis en Belgique, je suis très heureux d'être en Belgique, je suis belge, à part entière. Mais la culture italienne m'a beaucoup marqué, c'est vrai, mais je suis belge et très heureux de l'être. Bon, voilà. Voilà. Merci.